Madame, Messieurs, merci de nous retrouver sur LMTV, la Matrix Télévision, chaîne de télé web, dans cette émission des mots sur les mots, une émission consacrée aux sujets qui font l'actualité au Gabon. Dans ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Pierre Minsa. Il est président de la MSTGV, la Maquette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Avec mon invité, on va revenir sur quelques points contenus dans le communiqué final du Conseil des ministres organisé le 5 janvier dernier et présidé par Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État. Monsieur Minsa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé de répondre présent à chaque fois que vous avez besoin de traiter des questions, des mots sur les mots. Alors vous avez suivi particulièrement, ou j'ai envie de dire avec beaucoup d'à-propos, le communiqué final du Conseil des ministres du 5 janvier 2025, un Conseil des ministres dans lequel on a fait le point sur un aspect qui fait partie évidemment des nombreuses préoccupations de la MSTGV en matière d'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises, notamment celles retraités. Le Conseil des ministres donc a fait l'annonce de la révalorisation des pensions retraite des officiers généraux. Quel est le regard de la MSTGV sur ce point, sur cette annonce qui fait donc, selon ce que l'on a pu retenir, une forme de bond qualitatif fait par le gouvernement et le CTRI, bon qualitatif, en ce qui concerne les officiers généraux des forces de défense et de sécurité au Gabon. Merci. Je voudrais commencer par souhaiter nos voeux les meilleurs à tout le personnel de cette station. Les voeux de santé, prospérité, longévité et à tous ceux-là qui constituent votre audience. Sur le communiqué final du 5 janvier 2025, présidé par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, effectivement, nous avons écouté avec beaucoup d'attention l'annonce qui a été faite consistant à valoriser les pensions retraite des officiers généraux. Les officiers généraux. Nous disons au chef de l'État qu'en ma qualité de syndicaliste, aucun syndicaliste ne peut être contre l'amélioration des conditions d'existence des actifs et des retraités. Donc c'est une bonne mesure. La seule difficulté est que quand cette mesure a été prise, cette mesure doit être fondée sur l'application de la loi 18. La loi 18, c'est une loi relative au statut particulier des militaires. Et quand on parle du militaire, on commence par le tout premier élément militaire qui est appelé le subalterne, jusqu'aux officiers généraux. Ça veut dire que si nous devons rentrer en application de cette loi 18 relative au statut particulier des militaires, il n'est pas bien seulement de revaloriser les pensions des officiers généraux. Non, ça ne fera pas bien. Ça veut dire que la loi 18 est appliquée à géométrie variable. Géométrie variable. Mais qu'à cela ne tienne, la loi 18 qui porte sur le statut particulier des militaires depuis sa mise en place, je crois en 2015, n'a jamais fait l'objet d'application. Ce qui fait que je suis tout satisfait de constater que le président de la transition a commencé déjà à mettre en application cette loi. Quelles sont, Pierre Minsa, les particularités de cette loi 18 justement qui fait mention du régime spécial des militaires en matière de traitement, notamment en ce qui concerne les pensions retraite? Quelle est la spécificité ou la particularité de cette loi? Au niveau de la loi 18, en rapport avec le statut particulier des militaires, leurs pensions doivent être calculées différemment des pensions des agents civils que nous sommes. Parce qu'il y a une loi statutaire dans ce sens-là. Et cette loi statutaire dans ce sens-là ne stipule pas qu'il faut seulement revaloriser les pensions des officiers généraux. Non, la loi, elle a une portée générale. Ça veut dire que la loi 18 concerne tout le corps des militaires, partant de 0V, homme de troupe,
aux officiers généraux. Donc notre seule, je voudrais dire, difficulté, c'est à ce niveau-là. Parce que une loi ne doit pas être appliquée à géométrie variable. Bon, et quand on regarde maintenant la faisabilité entre les subalternes et les officiers généraux, vous voyez bien qu'en termes de traitement salarial, les officiers généraux sont déjà mieux nantis que les subalternes. Donc, en termes de pension actuelle, sans tenir compte du communiqué final du 5, les pensions des officiers généraux sont largement supérieures aux pensions des subalternes. Donc, s'il faille encore aujourd'hui qu'on augmente seulement les pensions des officiers généraux, cela risquera de provoquer certaines difficultés. Alors, sur le plan justement de la situation administrative, est-ce que le fait justement que dans les forces de défense et de sécurité, on ait des profils qui ne soient pas identiques, puisque le cursus académique des militaires n'est pas identique, il y a des catégories, ce sont des fonctionnaires, les forces de défense, les agents des forces de défense et de sécurité, donc on retrouve des militaires qui sont en catégorie A1 ou A2 ou B. Est-ce que cette catégorisation-là ne peut pas justement expliquer le fait qu'il y ait cette disparité dans les éléments que vous êtes en train de soulever? Vous savez, le partage égal est différent du partage équitable. Aussi bien dans l'armée qu'au niveau des corps civils, il y a ce qu'on appelle la catégorisation. Chacun se retrouve à travers son profil au niveau d'une catégorie. Mais quand on parle des pensions, on ne regarde pas, on ne peut pas confondre les catégories des officiers généraux à la catégorie des subalternes. Non. C'est-à-dire, la pension est calculée en fonction du profil de tout un chacun, en tenant compte du nombre d'années de service. Donc, si on tient compte du nombre d'années de service, ce qui fait qu'aujourd'hui, le calcul de la pension est simple. Vous avez votre solde indiciaire que vous multipliez par 2, vous divisez par 100, vous multipliez le tout par votre ancienneté. Là, c'est de façon mécanique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les militaires ont un statut particulier qui veut que leur pension soit calculée différemment de la règle des calculs mécaniques. Donc, le problème se pose à ce niveau. Ça veut dire que et nous soutenons le CTRI, quand le CTRI met en application la loi 18 relative au statut particulier des militaires, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet de mise en applicabilité, nous soutenons le CTRI sur ce plan-là, mais il est souhaitable que cette loi soit appliquée de façon générale. Ça veut dire les subalternes, avec leur salaire, qui ne sont pas à confondre avec les salaires des officiers généraux, ils ont leur calcul, ils ont leur pension conformément à la loi 18. Vous voyez, on ne prendra pas sur le général pour verser un peu chez le subalterne. Non. C'est-à-dire, chacun a son salaire et chacun doit savoir combien il gagne exactement. Nous, ça ne nous fait pas, en principe, nous syndicalistes, je l'ai dit au départ, je me réjouis du fait que la loi 18 commence à être mise en application. Mais je peux aussi comprendre que vu les effectifs au niveau des militaires, parce qu'aujourd'hui nous avons peut-être 48 000 militaires dans les effectifs. Vu les effectifs, et quand on regarde les différentes catégories, le plus grand nombre se trouve au niveau des subalternes. C'est la base, c'est comme une pyramide. Et les officiers généraux sont sont en nombre insuffisant, et ainsi de suite. Donc je peux aussi comprendre que c'est un ballon d'oxygène que le CTRI met en place pour voir si la soutenabilité peut être possible. Donc on commence par les officiers généraux et progressivement on va étendre la mesure à toutes les autres catégories pour que la loi 18 soit totalement appliquée pour tous les corps de métier de l'armée. Pierre Mintsa, peut-on faire un point sur la situation des pensions retraite des militaires aujourd'hui? On sait qu'il y a plusieurs années maintenant, un collectif des militaires retraités a donné de la voix pour espérer du régime déchu un meilleur traitement de leur situation. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à justement cette situation des militaires retraités? Vous savez, la situation de pension concerne aussi bien les civils que les militaires du secteur public
Et ce problème de pension touche même aussi les salariés du secteur privé, qui sont gérés par la CNSS. Ceux-là qui ont le plus souvent posé des problèmes, sont ceux-là qui sont agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite, donc civils et militaires. Il se trouve que depuis 2015, ces vaillants hommes et femmes qui ont fait valoir leurs droits à la retraite n'avaient pas leur pension depuis la mise en place du nouveau système de rémunération dont l'effectivité a été le 25 juillet 2015. Donc du 25 juillet 2015 jusqu'à l'arrivée du CTRI le 30 août 2023, toutes ces personnes-là n'avaient pas de pension. Ils avaient ce qu'on appelle abusivement allocation provisoire d'attente, qui en principe avait pour durer 3 mois et qui finalement est devenue définitive au Gabon par la mauvaise volonté de ceux-là qui nous ont gouvernés. Donc quand le CTRI arrive aux affaires le 30 août 2023, la plus grande résolution qui a été prise par le CTRI via le général de brigade Brice Clotaire Olignyema, c'était de procéder au paiement de 50% des rappels des pensions arrimées et revalorisées à hauteur de 28 milliards. Cette mesure a été effective le 24 février 2024. Donc, chaque retraité, qu'il soit dans l'arrimage ou qu'il soit avant 2015, a reçu 50% de ce que l'État lui devait. Le montant colossal de cette dette relative au non-paiement des pensions était de... ce qui a été dégagé le 24, c'était 28 milliards. Et le 29 février de la même année, le président de la transition a tout fait pour que les pensions soient arrimées et revalorisées. Même si d'aucuns pensent que le mode qui a été choisi est un mode qui défavorise le retraité, mais je voudrais encore assurer aux retraités que depuis 2015, malgré les luttes que nous avons menées ensemble, face aux autorités qui ne voulaient pas du tout entendre parler de la personne du retraité, 2015-2023, aucune avancée significative pour l'amélioration de leur pension retraite. Vous voyez? Et les militaires qui n'étaient pas à l'origine de cette situation chaotique arrivent le 30 août 2023 et en février 2024, ils ont pensé à ajouter de l'argent dans les minables pensions que nos papas et mamans avaient. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires retraités ou les agents de forces de défense et de sécurité qui sont en retraite sur l'ensemble du territoire sont effectivement, ont été satisfaits justement de cette nouvelle politique qui a été mise en relief par le CTRI? Je confirme et je dis ceci. Le 24 février 2024, les 28 milliards constituent les 50% de la dette relative à la non-revalorisation des pensions et au non-arrimage des pensions. Et cela concerne tous les retraités, environ 28 000 retraités, civils et militaires, y compris les pensions temporaires des orphelins et les pensions de réversion. Je dis bien, tout le monde a été satisfait. Pas à la hauteur attendue, mais tout le monde a reçu gain de cause. Et le 29 février 2024, après que les 50% des rappels et pensions arrimées et revalorisées ont été payés, le 29 février 2024, le président de la transition a procédé à l'arrimage des pensions et à la revalorisation des pensions retraite pour les 28 000 retraités civils et militaires. Donc aujourd'hui, dans le secteur public, il n'y a plus un seul retraité qui peut nous dire qu'il n'a pas sa pension du fait qu'il n'a pas été pris en compte. Ça n'existe plus. Le problème aujourd'hui est que, je continue à le dire, l'ancien régime ne voulait pas nous ajouter un seul franc pour améliorer un peu le traitement de vie des retraités. Après combien d'années? 2015-2023. Les mathématiciens peuvent calculer la durée. Mais du mois d'août, du 30 août 2023 au 24 février 2024, le pouvoir militaire a plus ou moins apporté de la dignité aux retraités, même si ce n'est pas ce qu'on voulait. Entre vous n'aurez rien et on vous ajoute un. Je crois que pour les sages que nous sommes, il faut quand même prendre, parce qu'entre néant et un est quand même supérieur et favorable pour l'amélioration de nos conditions de vie. Le problème n'est donc plus à ce niveau. Nous reconnaissons tous ces efforts. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est que quand les pensions ont été calculées,
l'ancien régime n'avait jamais pensé à mettre en application la loi 18 relative au statut particulier des militaires. Pourquoi je le dis? Nous avons plusieurs types de régimes. Nous avons le régime général des pensions. Le régime général des pensions, pour y adhérer, il faut justifier de tes années de cotisation de 15 ans continus au minimum. C'est ce qu'on appelle le régime général de pension. Et à côté du régime général de pension, il y a ce qu'on appelle le régime spécial des pensions. Pour être bénéficiaire du régime spécial des pensions, vous n'avez pas besoin de cotiser pendant 15 ans. Il vous suffit de travailler, d'être parlementaire, d'être membre du gouvernement, président des corps constitués pendant 30 mois, 36 mois ou 40 mois. Vous voyez bien que c'est une injustice. Vous voyez, c'est une injustice entre ceux-là qui ont servi pendant longtemps, qui ont cotisé pendant longtemps, et ceux-là qui n'ont fait que 36 mois d'activité pour avoir les pensions au-delà de 1 million. Vous voyez? Donc, il aurait été important que lors de l'arrivée des pensions, que les anciennes équipes pensent à mettre en application la loi 18 qui porte sur le statut particulier des militaires, de sorte que eux qui ne revendiquent pas le régime spécial, mais que leur statut particulier soit pris en compte. Mais aujourd'hui, le CTRI a commencé à appliquer l'une des dispositions du statut particulier des militaires, dans la loi 18, mais nous disons que cette loi ne doit pas être appliquée à géométrie variable. Pierre Miza, pour oui. remettre un terme à ce premier point consacré justement à la revalorisation ou la régularisation des pensions retraites selon les corps de métier au niveau de l'administration ou de la fonction publique, revenons justement sur cette disparité constatée, puisqu'il y a des régimes particuliers ou des statuts particuliers appartenant à chaque corps de métier. La santé, l'éducation, l'armée. Il s'avère que les communicateurs, jusque-là, attendent en vain que le gouvernement gabonais, justement, jette un regard sur le point relatif au statut particulier des communicateurs. Encore qu'au niveau de la communication, évidemment, il y a le service public, il y a le privé. Quid, justement, de l'arrimage ou justement ces différents mécanismes qui doivent être mis en place justement pour faire en sorte que tous ces métiers professionnels qui ont une spécificité puissent avoir des statuts particuliers. Merci. Vous savez, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à faire l'analyse objective. La communication est un secteur clé. Je dis bien clé. Clé pourquoi? Parce que c'est le premier pouvoir. D'aucuns pensent que le pouvoir exécutif, c'est le premier pouvoir. Donc, dans la vie politique, les gens classifient le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et, en dernier ressort, on parle du pouvoir communicationnel. Le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir. Mais moi, je pense que ça doit être l'inverse. Parce que qui fait connaître le pouvoir exécutif? C'est bien le communicateur. C'est le communicateur qui fabrique les hommes politiques. C'est le fabricateur, je voulais dire, c'est le communicateur qui fabrique les leaders syndicaux que nous sommes. C'est le communicateur qui est au centre de tout. Quand on veut faire passer une réforme, nous avons besoin des communicateurs. Aujourd'hui, c'est inadmissible que les communicateurs ne puissent pas déjà avoir un statut particulier. Et je crois savoir que s'il est question qu'on mette en place un statut particulier pour les communicateurs, je vous assure que le statut particulier doit renforcer les prérogatives de sorte que le communicateur soit libre, vraiment libre, et qu'il se sente à l'aise dans la pratique de son activité, qui pour moi, je pense que c'est une activité primordiale. Alors, et au niveau de leur pension, les communicateurs du secteur public sont alignés au même titre que tous les autres agents publics. Les communicateurs du secteur privé, là, il y a problème. Il y a problème dans quel sens? Il y a problème en ce sens que il faudrait d'abord qu'on regarde si leurs employeurs ont effectué leur prélèvement, je veux dire leur versement des cotisations au niveau de la CNSS.
pour jouir d'une pension retraite. Et là, cela doit se faire après 20 ans de cotisation dans le secteur privé. Et là encore, tous les retraités du secteur privé, y compris les communicateurs du secteur privé à la retraite, personne jusqu'à aujourd'hui n'a bénéficié des bienfaits du CTRI. Voyez, donc, que faut-il faire à ce niveau? Nous pensons que retraité égale retraité, que vous soyez un retraité du secteur public ou que vous soyez un retraité du secteur privé, quand on dit nous bénéficions des largesses du chef de l'État, ce sont tous les retraités gabonais qui doivent en bénéficier. Pierre Mitsa, avant de mettre un terme à cet entretien, des mots sur les mots, le point, le deuxième de notre entretien consacré à la politique. On revient sur le communiqué final du Conseil des ministres du 5 janvier 2025 qui a également fait une part au processus électoral en cours dans notre pays à travers le lancement de l'opération de révision de la liste électorale, une opération qui va s'étendre du 2 au 31 janvier 2025. Le Conseil des ministres a donc évoqué l'organisation prochaine des élections présidentielles au Gabon et des élections législatives et communales également, ou locales qui seront organisées par la suite, avec la mise en place d'un ensemble d'organes, dont le ministère de l'Intérieur, évidemment, qui est le principal organisateur des élections en République gabonaise, le renforcement donc du processus électoral, la transparence électorale. Le Parlement va donc organiser du 10 au 20 janvier prochain une session extraordinaire qui va donc porter sur l'examen et l'adoption du projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Pierre Mitsa, le communiqué final du Conseil des ministres du 5 janvier dernier, a fait deux annonces jugées importantes. La première consacrée à la mise en place d'une commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Cette commission aura pour mission de coordonner les opérations électorales, superviser les commissions locales et consulaires et centraliser les résultats électoraux pour leur annonce officielle. Deuxième point important, autre innovation majeure, jugée majeure par le gouvernement, la création de l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum, une institution indépendante et non permanente, composée de personnalités impartiales et compétentes. Elle sera chargée de contrôler et superviser les opérations électorales et référendaires en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Alors, comment vous réagissez, puisque on sait qu'il y a plusieurs semaines, vous avez appelé de tous vos voeux, vous en tant que société civile, à la mise en place d'organes nouveaux qui devraient encadrer le processus électoral et surtout donner des gages de transparence dans l'organisation des élections au Gabon. Merci. Je voudrais vous signifier que si nous avons appelé de tous nos voeux la mise en place d'un organe indépendant non permanent, c'est parce que le constat qui a été fait était amer. Lors de la mise en place du comité de rédaction du projet de constitution, sinon lors de la mise en place du comité de rédaction du projet de constitution, du code électoral, il n'y avait presque pas les hommes politiques. Or, le code électoral, c'est de la matière politique. Et les premiers acteurs sont les partis politiques. Donc, pour éviter les contestations après vote, vous voyez, il est souhaitable que les partis politiques soient dans un organe qui veille au déroulement des élections qui sont organisées par la Direction générale des élections et des libertés publiques via le ministère de l'Intérieur. C'est dans ce sens-là que nous avons souhaité la mise en place d'un organe indépendant et non permanent. Alors, le Gabon ne sera pas le premier à le faire. Ça a été expérimenté au niveau du Sénégal. Vous voyez, au Sénégal, après élection, il n'y a pas trop de contestation. Parce qu'il y a un organe qui est composé des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, qui surveillent le déroulement de toutes les opérations du vote, toutes les opérations électorales. Ce qui fait qu'il y a moins de contestation. Donc, et au Gabon, si nous avons proposé cela, c'était pour éviter les contestations au lendemain de l'élection. Mais nous constatons que, bon, le gouvernement a écouté nos voeux, mais le gouvernement a fait un peu plus.
Pourquoi un peu plus? Je dirais même, le gouvernement a fait un peu trop. Pourquoi mettre deux organes en place alors qu'un seul organe suffit? Regardez un peu quand vous consultez un peu les missions de l'un ou de l'autre. Mais vous venez de reconnaître, Pierre Minsah, qu'il y a souvent eu des lendemains électoraux chahutés Oui. Au Gabon, des contestations post-électorales. Est-ce Oui. que, en mettant en place ces deux organes, le CTRI et le gouvernement de transition ne mettent pas là les conditions qui garantissent la transparence électorale pour éviter justement qu'il y ait des contestations après les élections? Un seul organe suffirait? Un seul organe mis en place? Mais les deux organes n'ont pas la même mission. Mais regardez bien, on parle de supervision à gauche, supervision à droite. Un seul organe suffirait pour tout ça? Un seul organe. Nous sommes d'avis que la société civile a été écoutée, mais là, c'est l'alourdissement des charges quand on met deux organes encore en place. Un seul organe non permanent suffit. Il y a un organe, notamment le premier, la Commission nationale d'organisation de coordination des élections ou du référendum, qui travaille évidemment en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la coordination des élections. Et le deuxième organe, lui, est là pour la supervision. Mais non, on peut en même temps coordonner et superviser. Vous voyez? On peut en même temps coordonner et superviser. On n'a pas besoin de mettre ces deux organes en place. Un seul organe suffit avec toutes les composantes possibles. Les hommes politiques, les religieux, la société civile que nous sommes. Vous voyez? Là, c'est pour garantir la transparence. Mais deux organes, c'est quand même un peu trop et cela alourdit de plus en plus nos charges financières. Pierre Minsah, le communiqué final du Conseil des ministres du 5 janvier dernier poursuit cette commission. Donc, l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum pourra également émettre des recommandations pour corriger ou prévenir d'éventuelles irrégularités, jouant ainsi un rôle clé de prévention et de persuasion. Nous sommes d'accord, mais nous disons un seul organe suffit. Au lieu de deux, nous proposons qu'on garde un seul organe qui va regrouper toutes ces missions-là, toutes les missions de coordination et de supervision. Et effectivement, si nous parlons de la mise en place d'un organe supra qui vient pour le contrôle du déroulement des opérations électorales, c'est parce que nous voulons que tous les acteurs se reconnaissent dans les résultats qui sortiront des urnes pour éviter de plus en plus de contestations. Mais là, nous avons été écoutés. Le gouvernement, le CTRI, nous a bien écoutés, mais le CTRI a fait un peu plus en ajoutant un autre organe, pour moi, qui est inutile. Pour donner tous les gages de sécurité et l'organisation d'élections transparentes au Gabon. Pierre Minsah, on vous recevra prochainement sur notre chaîne de télé web, la Matrix LM TV. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ainsi se referme donc cette émission des mots sur les mots. Merci de nous avoir regardés. Je recevais Pierre Minsah, président de la MSTGV, la Majette syndicale des travailleurs gabonais vaillants.